qui sont présents ce soir. Bienvenue à tous aux vœux à la population. Vous pouvez les applaudir. Bienvenue à tous donc à la cérémonie des vœux à la population 2023 de la ville de Biganos. Je laisse la parole donc à Monsieur le maire qui va nous faire un petit mot d'introduction. Alors oui, consigne importante, pour profiter pleinement de la soirée, nous vous invitons à mettre vos téléphones en mode silencieux afin d'éviter les sonneries intempestives. Merci à tous. Mesdames, Messieurs, chers amis, la salle devient trop petite, ou alors vous êtes de plus en plus nombreux. Je voudrais d'abord prendre quelques minutes pour vous saluer à tous et surtout remercier les personnalités qui nous ont fait l'honneur d'être avec nous ce soir. Je voudrais commencer par notre sous-préfet d'Arcachon, le Ronan Léostic, qui nous accompagne dans toutes nos missions, qui ne sont pas forcément toujours très faciles, mais il est toujours à nos côtés. Et comme je dis souvent, il nous permet des fois de mettre un peu d'huile dans les rouages, mais des fois sa mission s'arrête là. J'y reviendrai tout à l'heure. Je voudrais aussi le féliciter parce qu'il est le sous-préfet qui, lui, a vécu les 2 incendies. Parce que le Landiras 2, on croyait que c'était le sous-préfet d'Arcachon de Langon qui le gérait, mais c'était lui aussi. Donc il a été sur les 2 fronts. Je voudrais, normalement la sénatrice Lassara devrait arriver, je voudrais saluer Nathalie Leyondre, qui est la maire d'Audange, ma collègue qui est conseillère régionale, Marie Larue, maire de Lanton, conseillère départementale, Philippe de Gonneville, le maire de Lège-Cap-Ferré, qui est également notre conseiller départemental de ce secteur, Jean-Yves Rosaza, le maire d'Andernos, Xavier Danet, le maire d'Arès, Cédric Pain, le maire de Mios, parce que je les ai, ils sont séparés, c'est pour ça que... Manuel Martinez, et qui est également conseiller départemental du canton d'à côté. Il est accompagné de Karine Desmoulins, qui est également conseillère départementale et qui est l'adjointe de François Deluga. J'étais bien parti. Manuel Martinez, François Deluga, qui est le maire du Teche, qui est également le président du Centre national de la fonction publique. Patrick Davé, le maire de la Teste de Buch. André Moussier, qui représente la ville de Gujan-Mestras. Dédé, bienvenue. Et puis, je voudrais remercier les autres communes. Il y a des représentants de salles, parce que ce sont les vœux au BARP. Et donc, les communes du Val-de-Leyre sont restées sur le secteur du BARP. Et donc, ils ont envoyé quelques élus. Et je voudrais les remercier. Il y a beaucoup d'élus qui accompagnent leur maire, et je voudrais vraiment les remercier. Je voudrais remercier le capitaine Cyril Bouzat, le chef de centre des pompiers de Biganos, j'y reviendrai tout à l'heure, qui est accompagné du lieutenant Demarco et du lieutenant Pizel. La commandante Aurélie Mandaille, qui est le chef d'escadron de la commandante de compagnie, avait la Sainte Geneviève il y a quelques instants, donc le major, l'adjudant-chef d'Aubin la représente. Jean-Michel Perret, qui est le représentant de la base aérienne 120. Je voudrais vous remercier de votre venue. Je pense avoir fait le tour et je voudrais aussi remercier Olivier Laban, qui est le président de la section conchilicole. Alors, Biganos n'est pas une commune particulièrement ostréicole, mais j'ai un mot particulier pour lui parce que c'est un agriculteur de la mer. Moi, je suis un agriculteur de la forêt, mais lui, c'est l'agriculteur de la mer. Et je voudrais le dire parce que c'est l'occasion de le remercier pour le travail qu'ils font, puisqu'ils sont en train de dégager toutes les friches ostréicoles qui sont dans le territoire du bassin d'Arcachon. Et il est en train, avec la section conchilicole, de faire un travail très important. Ils vont acheter un bateau. Et donc, je voulais le souligner. Ce n'était pas forcément ma commune la plus impactée par cela, mais je voulais le signaler et lui dire tout le bien que je pense de cette action sur le bassin d'Arcachon. Le CIBA est représenté non pas par Sabine, mais par Isabelle Galinier. Et puis, l'Office tourisme Cœur de Bassin, qui est représenté par Emmanuel Lavergne. Je voudrais remercier tous les élus de ma collectivité, j'y reviendrai tout à l'heure, notre directrice générale des services, les forces vives de la ville, les commerçants, les artisans, les chefs d'entreprise, les présidents d'associations, la protection civile que j'ai aperçue, et puis les présidents et présidentes de comités de quartier, bien sûr, la presse. Mesdames, Messieurs, chers amis, je vais laisser à Georges Bonnet, mon premier adjoint, le soin de revenir sur l'année 2022, mais plus encore de faire plus largement le bilan des 3 dernières années depuis notre élection à la fin de cette période de pandémie qui nous a empêchés de nous retrouver comme nous le faisions depuis plus de 10 ans. Cependant, je voudrais vous dire quelques mots auparavant. L'économie planétaire était profondément bouleversée à la sortie de la crise du Covid.
Ceci a conduit à un manque cruel de matériaux et à une envolée des prix à l'échelle mondiale. Le conflit entre la Russie et l'Ukraine a également eu des impacts sur notre quotidien. Son rôle de producteur agricole est apparu primordial pour l'Europe, mais aussi la fourniture de produits industriels comme l'aluminium qui aujourd'hui nous font défaut. L'augmentation des prix des produits de première nécessité, l'inflation que cela a engendré, tout ceci met nos populations dans des situations financières difficiles, voire d'impasse pour certaines. À ce tableau déjà bien sombre est venue se rajouter la crise énergétique par une flambée des prix de l'électricité jusqu'alors acceptable, mais aujourd'hui indexée sur le prix du gaz, insoutenable pour nos artisans, nos commerçants, les industriels, nos collectivités, les particuliers, bref, tout le monde. Et pour couronner le tout, une réforme des retraites explosive. Je ne vous parle pas du dérèglement climatique, car s'il y a bien une région qui a fait prendre conscience cet été à la France entière, voire l'Europe, qu'il y avait un problème de réchauffement climatique, c'est bien notre territoire avec ses feux hors normes qui ont envahi les écrans de télévision tout l'été, jusqu'à, comme le disait Patrick Davet au New York Times, qui a fait sa une cet été. Alors, face à cette situation, dans une espèce d'ambiance anxiogène, relayée par des médias nationaux à la recherche du fantastique, j'avais deux solutions. Soit faire des vœux qui épousent ces thèmes et rester dans un pessimisme de fait, soit regarder l'avenir avec un peu plus d'optimisme, parce que c'est possible. D'ailleurs, en bon forestier que je suis, ne doit-on pas être optimiste pour l'avenir, alors que l'on sait que nos forêts peuvent subir les tempêtes, les attaques d'insectes xylophages, le grand gibier, et sans parler du feu. Et pourtant, chaque fois, nous reboisons, nous recommençons pour nous, pour nos successeurs, car de toute façon, c'est le cycle de la nature, et en France, on le sait peu, et c'est la loi. Donc cet état d'esprit, en tant que maire, je vais nous l'appliquer. Tout en étant raisonnablement optimiste, je resterai cependant raisonnablement prudent, comme nous le sommes depuis que je suis maire, afin d'accomplir et poursuivre le programme pour lequel vous nous avez élus. Nous avons déjà bien commencé, c'est ce que va vous présenter Georges, mais je laisse tout d'abord place à la jeunesse avec le discours du Conseil municipal des jeunes prononcé par Lola, la maire junior. C'est à toi. Bonsoir à toutes et à tous. Au nom du Conseil municipal des jeunes, je vous souhaite une bonne année 2023. Que celle-ci vous apporte joie et bonheur, simple de la vie à partager avec vos familles et vos amis. Notre Conseil des jeunes a effectué de nombreuses actions cette année, en lien avec les objectifs de Monsieur le maire et les nôtres. Les actions citoyennes de nettoyage et de notre ville au Téléthon, la participation aux commissions cantines scolaires, la formation d'une équipe de jeunes journalistes pour parler de notre quotidien et enfin la visite du Sénat le 30 novembre dernier. J'aimerais pour 2023 que nous soyons plus tolérants entre nous, que nous écoutions et aidions les autres. Je veux aussi que ces guerres s'arrêtent et que nous prenions soin de notre belle planète. Nous sommes aujourd'hui responsables et acteurs de ce qui va arriver demain. Nous devrons tous travailler ensemble, enfants, adultes et personnes âgées, pour assurer un avenir meilleur. En 2023, nous continuerons nos actions pour aider les autres et protéger notre environnement, en prenant des décisions fortes pour le climat. Apprendre comment fonctionne la démocratie et participer aux différentes commémorations et aux activités culturelles de notre ville, comme la sélection de films pour les cinémas en plein air, la visite du conseil régional ou départemental, la création d'une boîte à jeux ou encore aller à la rencontre des personnes âgées. Je vous souhaite à tous une bonne année, une bonne santé et vous dire à très bientôt. Bonne soirée à tous. Monsieur le maire, chers collègues du conseil municipal,
Mesdames, Messieurs, nous sommes heureux de vous accueillir pour la traditionnelle cérémonie des vœux du maire et du conseil municipal. C'est la première manifestation de cette mandature, puisqu'en raison de la pandémie, celle-ci n'avait pu se tenir en 2021 et 2022. C'est un moment privilégié qu'il nous faut préserver. Aussi, c'est avec beaucoup de plaisir que nous vous retrouvons. Permettez-moi, au nom de l'équipe municipale, de vous adresser tous nos meilleurs vœux de bonheur et de santé. Que cette année vous apporte, ainsi qu'à tous vos proches, toute la réussite dans vos projets personnels et professionnels. Nous avons également une pensée particulière pour les plus démunis ou ceux qui souffrent de maladies, de solitude ou d'isolement, et pour ceux qui nous ont quittés. À cet égard, notre collectivité n'a pas été épargnée, puisque nous avons eu à déplorer la disparition de 2 de nos collègues, Martine Bach et Jean-Marie Galteau. Ayons une pensée émue pour ces 2 compagnons de route qui ont laissé leur empreinte, chacun dans leur délégation respective. Ils nous manquent énormément, saluons leur mémoire. J'associe à cet hommage le souvenir de ta maman, cher Bruno. Elle qui nous a quittés trop tôt et qui aurait été des nôtres ce soir, tant elle participait aux nombreuses manifestations de la ville. De là-haut, je suis sûr qu'elle veille sur nous, qu'elle veille sur toi. Cette cérémonie des vœux est un moment particulier pour nous élus. Nous avons fait le choix de faire exceptionnellement le bilan des 3 dernières années écoulées. Monsieur le maire vous entretiendra ensuite des perspectives et projets pour les 3 années à venir. Tout d'abord, permets-moi, au nom de mes collègues du conseil municipal, de te formuler, cher Bruno, les vœux de robuste santé, de prospérité et de bonheur pour toi, ta famille et tes proches. Que toutes les entreprises et les projets soient couronnés au succès en cette année naissante de 2023. Je nous souhaite une suite de mandats la plus apaisée afin de poursuivre les actions entreprises dans l'intérêt de tous nos concitoyens. Nous le savons, conduire les affaires d'une collectivité relève au quotidien de défis permanents. Mais avant de faire le bilan, je voudrais remercier les conseillers municipaux. Être élu en tant que maire, adjoint ou conseiller municipal demande une disponibilité conséquente. Cela suppose ne pas compter ses heures tant en rendez-vous avec les administrés qu'en représentation et en réunion de travail essentielles à l'élaboration des projets et à faire vivre la démocratie. Merci pour votre dévouement, votre énergie, votre disponibilité et votre implication dans la vie communale et intercommunale. Une pensée à nos proches et un grand remerciement pour leur soutien, sans lequel cette mission serait impossible à supporter. Pour conclure sur ce point et en votre nom, j'aimerais également adresser tous nos remerciements à l'ensemble des personnels de la collectivité qui sont les garants du service public de proximité et sans lesquels les projets et les réalisations ne pourraient voir le jour. Bien souvent, dans des conditions difficiles, ils assurent au quotidien le fonctionnement des services au public. Ils ont tout notre soutien. Je vais à présent dresser le bilan depuis le début de cette mandature. Bien sûr, les réalisations les plus importantes se voient du grand public, alors que d'autres actions passent inaperçues pour vous. Mais elles ont toute leur importance pour la commune et pour servir les intérêts des 11 186 Boyennes et Boyens. Sur le plan financier, l'objectif de maîtrise des budgets reste la priorité. Nous évoluons toujours dans un contexte de restriction budgétaire due à la baisse des dotations versées par l'État et aux contraintes imposées aux collectivités locales par les lois de finances successives qui ne permettent pas de lever de recettes supplémentaires. Aussi, notre budget communal, compte tenu d'être grévé tous les ans et que nous cumulons une perte de recettes depuis 2010 en raison, entre autres, du rabot opéré sur la dotation générale de fonctionnement qui est passé de 1 780 000 en 2010 à 76 000 en 2022. Alors que pendant la même période, la population de la ville n'a cessé de croître, de 9 000 habitants à plus de 9 000 aujourd'hui. Nous évaluons une perte de recettes cumulée sur la période 2015 à 2022 de l'ordre de 5 700 000 euros. Si je rajoute la période 2010, l'année à laquelle le décrochage a eu lieu, on peut estimer que la perte de ressources pour la ville
est de l'ordre de 6,5 millions à 7 millions. Or, pour éviter que la DGF, c'est comme cela qu'on le surnomme cette dotation, finisse au panthéon des livres comptables de la ville, une analyse est en cours pour comprendre les raisons objectives qui ont conduit les pouvoirs publics à diminuer pour notre ville, d'une manière drastique, le montant de cette dotation dont les effets négatifs sur le fonctionnement des services sont réels, alors qu'elle est censée nous permettre de financer les services publics pour répondre aux besoins de la population. Comprenons-nous bien, nous ne demandons pas plus, mais nous ne voulons pas moins. Nous attendons de tous les décideurs une répartition équitable de l'argent public. Notre détermination est intacte et entière pour défendre vos intérêts, nos intérêts, les intérêts des habitants de cette ville. C'est pourquoi nous sommes contraints de rationaliser nos dépenses, de trouver des économies par la mise en place de groupements de commandes, notamment en matière d'énergie et de prestations de services. Ces mutualisations permettent de ralentir l'évolution des dépenses. Pour autant, et pour répondre aux évolutions réglementaires, technologiques et aux besoins de nos concitoyens, la nécessité de structurer l'administration en disposant de compétences et une organisation appropriée a été entreprise et sera poursuivie. Par ailleurs, le système et les réseaux informatiques ont été totalement reconstruits et son architecture repensée afin de garantir une sécurisation des données, de gagner en efficacité dans l'utilisation quotidienne par les agents municipaux et faire face aux flux dématérialisés. Pour conclure sur ce point et répondre aux fausses informations, nous en avons aussi, la situation financière de la ville au 31 décembre 2022 est saine. À cet égard, la présentation des différents documents budgétaires lors du vote du budget de l'année en cours le confirmera. La vie d'une commune, ce sont ses entreprises, ses artisans, ses commerces, ses services, en bref, toutes les forces vives de celle-ci. Tous nos projets et les orientations politiques reposent sur les valeurs de solidarité et de cohésion sociale dont l'objectif est le bien vivre ensemble entre tous les habitants dans leur grande diversité, toutes générations confondues. Ainsi a été réalisée sur le site de Janzé une maison des services au public afin de renforcer l'accès aux droits sur un seul site, guichet de la Caisse d'allocation familiale, de la Caisse d'assurance maladie, du service pénitentiaire d'insertion et de probation, de la protection judiciaire et de la jeunesse, et le regroupement des services municipaux selon leur mission, service de l'état civil et de la citoyenneté, petite enfance, police municipale. Afin de lutter contre la fracture numérique pour les publics les plus fragiles, une mise à disposition de postes informatiques et un accompagnement par un agent d'accueil dédié pour effectuer des démarches en ligne ont été mis en place. Pour compléter cette démarche, un partenariat avec le centre social Le Roseau sur les parcours numériques fonctionne à la grande satisfaction des utilisateurs. Il en est de même pour favoriser l'emploi, l'insertion et l'inclusion des moyens par l'aide à la rédaction des CV, par l'accueil de partenaires tels que Pôle emploi, Mission locale et par l'accompagnement de la création d'un chantier d'insertion dans le maraîchage local et bio porté par l'association Terre de Boy. Le centre communal d'action sociale a été transformé en un pôle de développement social local dans des locaux plus spacieux, rénovés, permettant un accueil mutualisé et qualitatif, offrant un soutien accru à la population dans la proximité. Les actions de prévention à la santé par le déploiement de réseaux en favorisant l'accueil d'associations qui œuvrent dans ce domaine, Octobre Rose, Semaine Bleue, AVC tous concernés, complètent le dispositif de mise en œuvre pour lutter contre la précarité dans un contexte de crise. À noter, au plus fort de la crise de la Covid, et bien qu'elle se soit trouvée bien seule, ou presque, nous n'oublions pas le concours des villes de Salles et de Lanton, pour mener une action d'intérêt général, notre ville a fait fonctionner avec les professionnels concernés et sous l'autorité de l'Agence régionale de santé un centre de vaccination qui a permis de vacciner plus de 60 000 personnes. Au centre de notre politique, nous avons à cœur de promouvoir la création artistique et l'accès de tous à la culture, de proposer un environnement épanouissant pour les tout-petits et la jeunesse, de renforcer la qualité du temps périscolaire et extrascolaire et de sensibiliser le plus grand nombre à une alimentation de qualité.
Les associations ont un rôle essentiel dans notre environnement. Pour favoriser la participation des citoyens au devenir de la commune, la ville a accompagné la mise en œuvre d'outils participatifs afin de les impliquer dans les processus de réflexion sur des thématiques définies et les mobiliser ainsi sur des projets partagés. La mise en place depuis 2021 d'assises de la vie associative avec les associations, les élus et des compétences de l'administration pour construire le projet de la vie associative et citoyenne a vu le jour. Par ailleurs, des actions de développement de l'éco-citoyenneté des enfants de la commune ont été réalisées par la plantation d'arbres sur le territoire de la ville, par l'intervention du service d'espaces verts dans les écoles dans la mise en place de carrés potagers, par la participation du conseil municipal des jeunes à la journée zéro déchet. L'évolution des comités de quartier autour d'une nouvelle organisation et de nouveaux projets ont travaillé sur des thèmes tels que l'élaboration d'une charte des comités de quartier et la mise en œuvre d'actions propres, concours des jardins et balcons fleuris, organisation d'art en cabane par exemple. Ce tissu associatif est fondamental et participe au mieux vivre ensemble qui nous soit permis de remercier tous les présidents, tous les membres des associations de la commune et tous les acteurs de ces manifestations pour la volonté, le dynamisme, la vitalité et l'ardeur qu'ils ont apportés. Nous associons à ces remerciements tous les membres qui préparent dans l'ombre les cérémonies commémoratives du 8 mai, du 14 juillet, du 11 novembre et d'autres. Sans leur concours, ces manifestations ne pourraient se faire. L'objectif de rénovation, d'entretien et d'amélioration dans les bâtiments et les biens communaux se poursuit. Le personnel des services techniques, outre l'entretien des espaces verts et de la voirie, a su apporter à chaque bâtiment ou logement appartenant à la commune le suivi et l'entretien nécessaires. Tous les points d'accueil du public ont été rénovés pour offrir des conditions d'accueil de qualité aux usagers. De même, des travaux de rénovation de grande ampleur ont été réalisés. Je citerai les principaux. Le logement de fonction de l'ex-directeur de l'école, fermé depuis 1992, a été complètement transformé en bureau et espace de jeu destiné à terme à l'accueil périscolaire et à l'accueil de centres de loisirs. Le centre de loisirs de Pardis a été refait et son mobilier remplacé à neuf pour permettre aux enfants de s'épanouir pleinement dans ce lieu. Le site Jean Zay a été réorganisé et réhabilité pour accueillir des services au public, le CCAS, la CAF, la CPAM, la police municipale. La première tranche des travaux de refonte complète de la cuisine centrale du groupe scolaire du Lac Vert a été réalisée. La maison, propriété de la commune, 6 avenue de la Libération, a été entièrement refaite. Celle-ci sera mise à la disposition du personnel interparoissial. Le multi-accueil, l'étoile filante, a fait l'objet de transformation et d'un agrandissement. La réalisation de sanitaires publics sur 4 sites, au Parc Lecoq, au cimetière, à Janzé et au port de Biganos. L'hôtel de ville a fait l'objet de quelques aménagements à l'intérieur, notamment au niveau de l'accueil. Des menuiseries extérieures ont été remplacées et la façade refaite pour des raisons de sécurité. Telles sont les diverses réalisations en rapport avec le patrimoine bâti pour un coût total de l'ordre de 3 millions d'euros. Depuis 2020, un important travail sur la mobilité, la sécurité et les réseaux se poursuit. Un plan de mobilité communale construit avec les habitants a vu le jour. Par sa vision globale, il a défini les chantiers prioritaires pour les 10 prochaines années en matière de rénovation des infrastructures routières, de création de liaisons douces, de stationnement et de circulation. Force est de constater que la gare de Biganos est de plus en plus fréquentée par les habitants du territoire, toutes communes confondues. Et malgré la création du parking Carrero de 150 places pour compléter l'offre en matière de stationnement du pôle multimodal, les besoins en stationnement aux apports de ce pôle ne sont pas comblés. Il s'agit d'un sujet majeur qui devrait retenir toute l'attention de l'intercommunalité. En matière de rénovation, de voirie et de parking, il faut noter la rénovation complète de la rue François-Mauriac avec le traitement des eaux pluviales et du paysager, la réfection de la couche de roulement de la rue de Massan, l'aménagement de la route des Lacs en amont de la Trémie afin de faciliter l'accès de la résidence Villa Boya, la réalisation de la piste cyclable reliant le rond-point de Cameleigre à la zone commerciale de la Cassadote, inaugurée dernièrement, permettra en outre le lien avec la piste cyclable en provenance de Marcheprime,
lorsque l'intercommunalité aura décidé de poursuivre sa mise en œuvre. La construction d'un parking supplémentaire au niveau du copeau scolaire du lac Vert et la construction de nouvelles passerelles sécurisées sur le site du port de Biganos sous maîtrise d'ouvrage du syndicat mixte des ports. Telles sont les principales réalisations dont le montant en investissement se situe à hauteur de 2 millions d'euros. Au total, depuis 2020, le montant des investissements, tout confondus, travaux, achats de matériel, études, participations diverses, est de l'ordre de 9 millions. Nous poursuivrons les travaux de rénovation des infrastructures de voirie et la création d'emprises pour les mobilités douces. À cet égard, Monsieur le maire vous en dira plus. La sécurité demeure une préoccupation majeure, outre l'installation de radars pédagogiques, la construction de plateaux, la mise en place de la vidéosurveillance sur plusieurs sites de la commune avec des caméras fixes et mobiles. La ville a fait le choix de renforcer la police municipale et le travail avec la gendarmerie nationale aux fins d'une présence accrue sur le terrain. Les réseaux en rapport avec l'éclairage public font l'objet d'une gestion déléguée par notre partenaire du SDEG. Outre la maintenance de cet important réseau, 2400 points lumineux, la réfection totale de l'éclairage public du port de Biganos a été réalisée. Les réseaux en rapport avec la gestion des eaux usées et pluviales relèvent de la compétence du CIBA. À ce sujet, d'importants travaux sur le réseau public des eaux usées et pluviales ont été effectués, notamment pour supprimer des désordres qui empoisonnaient, lors de pluviométries importantes, la vie des riverains du périmètre Cameleire, Clémenceau, Côte d'Argent. La protection et la valorisation des ports de Biganos. L'adhésion au syndicat mixte des ports du bassin d'Arcachon dès le 1er janvier 2021 a été un moment fort du début de la mandature. Cette gestion, déléguée par une structure dédiée aux compétences appropriées, donne une nouvelle dynamique à ce lieu unique et dont l'attrait dépasse les limites de l'emprise portuaire. Les actions menées par le syndicat mixte ont été nombreuses. Nouvelle organisation du stationnement des bateaux, suppression des quais illicites et dangereux, évacuation des épaves de bateaux, remplacement d'une partie du mobilier urbain détérioré par les incivilités, mise en place de bacs semi-enterrés pour les ordures et autres déchets, et en rappelant la reconstruction de la passerelle détruite lors des inondations du printemps 2020 et dont le coût de 250 000 € a été pris en charge par cette collectivité. Enfin, nous n'oublions pas la participation citoyenne avec la mise en place d'outils pour répondre aux besoins de transparence. Une communication plus active, plus dynamique, plus près des concitoyens a été développée. Un magazine municipal revisité depuis 4 ans, une retransmission en direct des séances du conseil municipal et des directs du maire pour échanger avec lui sur les sujets qu'on le souhaite. En conclusion, et bien que ce bilan donne une idée de l'importance des actions réalisées, nous sommes bien conscients qu'il reste beaucoup à faire. Mais cela fait partie de l'avenir et je laisse le soin à Monsieur le maire de vous dévoiler les projets qui devraient être réalisés. Je vous remercie de votre attention et vous souhaite une bonne soirée et une excellente année 2023. Nous vous dévoilons la vidéo officielle des vœux 2023 conçue et créée par le service communication.
Bien. Biganos, c'est une fête. Écoutez, merci beaucoup, Georges, pour tes bons voeux. À mon tour, à toi, ton épouse, à tous nos collègues, au personnel ici présent ce soir, je vous présente mes meilleurs voeux. Il y a effectivement plus de 2 ans que nous ne nous sommes pas retrouvés dans cette salle devenue effectivement trop petite. Je voudrais m'excuser pour ceux qui sont debout. Je vous remercie d'être venus aussi nombreux vous intéresser aux affaires de notre ville. Je rajouterai au propos de Georges l'épisode pluvieux et surtout l'inondation qui a fait déborder notre réseau fluvial et du tout à l'égout. L'égoïsme de certains de rejeter leurs eaux pluviales dans le tout à l'égout porte une lourde responsabilité dans ces phénomènes. La violence des eaux torrentielles venues de toute la lande ont fait soulever le pont au port de Biganos, le rendant indisponible plus d'1 an et demi. Et puis au printemps, la maladie de notre directrice générale des services, aussi subite que grave, l'empêcha de poursuivre son activité jusqu'à la rentrée et sa rééducation. J'en profite pour lui renouveler mes vœux de prompt rétablissement. C'est avec la force de caractère et le courage qui la caractérise que Patricia s'en est sortie et je suis heureux de la compter parmi nous, à nos côtés aujourd'hui. Enfin, cet été, nous avons mis tout en œuvre pour venir en aide à nos collègues, maires touchés par les incendies et à leur population évacuée. Il a fallu jouer aussi de débrouillardise pour accueillir ces colonnes de pompiers venus en renfort de détachements extérieurs basés à Biganos et qu'il fallait nourrir. Merci à nos pompiers venus de toute la France et d'outre-mer et de l'Europe, et plus particulièrement à ceux de nos centres de secours français, et plus particulièrement aussi à celui de Biganos, à son responsable, le capitaine Bouzatz, et tous ces hommes, ces femmes, à ces sapeurs-pompiers, professionnels ou volontaires, qui se sont vaillamment battus contre ces murs de flammes au péril de leur vie. Je voudrais qu'on les applaudisse et qu'on les remercie parce qu'ils ont fait été extraordinaire. Vous vous levez. Merci. Sans oublier, puisque l'occasion m'en est offerte, en public et devant la presse, merci à tous ceux qui les ont accompagnés de jour comme de nuit, les maires, les bénévoles, les chasseurs, les forestiers, les industriels, les agents de l'Office national des forêts, les militaires, les entreprises de travaux forestiers, tout ce monde coordonné par la DFCI, soit sur les gardes des feux, soit sur des zones d'appui. Personnellement, je ne retiendrai qu'un seul chiffre, hormis celui de 0 victime. 626 départs de feux de forêt ont été arrêtés en 2022 sur 631, chiffre jamais atteint depuis la mise en place des statistiques. 5 nous ont malheureusement échappé. Essayons de tout mettre en œuvre pour que cela ne se reproduise pas. Pour l'instant, malheureusement, nous n'en prenons pas le chemin. Alors, comme nous sommes à quelques semaines de mi-mandat, comme l'a fait Georges et comme je l'ai rappelé en préambule, je peux dire que cette mandature est la pire de celles que j'ai connues en termes d'événements extérieurs qui sont venus s'ajouter à la vie quotidienne de notre commune. Je tiens à remercier nos élus et leurs familles, car ils passent du temps en mairie. Peut-être suis-je trop exigeant, ce sont eux qui peuvent le dire. Ce que je sais, c'est qu'ils ne comptent pas leur temps au service des Boyens et des Boyennes. Tout d'abord, mon premier adjoint, Georges, dévoué parmi les dévoués, en plus d'être notre sage par l'âge, il est notre responsable des travaux de voirie et du dossier d'urbanisme. À l'emploi, l'insertion, le développement économique et l'action sociale, Corinne Chapard, par ses responsabilités et ses compétences professionnelles, elle est aujourd'hui indispensable dans la conjoncture que nous traversons. À la sécurité, à la tranquillité publique, Alain Pocard, qui a laissé les associations pour lesquelles il a tant donné depuis 2008 pour se consacrer un nouveau domaine de délégation, avec un dossier qu'il va mettre en place et qui sera une première sur le territoire, la participation citoyenne en sécurité. Bérangère Hérissé, alliée à Marie Compère, à la culture, elles ont renouvelé l'offre culturelle et l'approche de la culture envers les enfants. Patrick Boursier, homme des ressources humaines et des finances, il veille en permanence à maintenir l'équilibre de plus en plus contraint entre dépenses et recettes. Caroline Chenu, la crise sanitaire nous a confortés dans notre choix d'affecter une élue uniquement aux questions de santé et de prévention. Elle est également en charge du jumelage. Éric Merle a pris la responsabilité d'une délégation des plus importantes, celle des associations de la vie démocratique et citoyenne sur les quartiers. Muriel Semandi a enfin trouvé ses délégations définitives avec la petite enfance, le tourisme et la communication. Eliette Dromel, issue de l'enseignement supérieur, elle est toute à sa place
en tant que responsable d'éducation et de la jeunesse. Alain Ballereau, notre marin, de par sa délégation, s'occupe des ports et des relations permanentes avec le syndicat mixte des ports du bassin d'Arcachon et du Ciba. Et enfin, Christian Sionneau, exclusivement affecté aux questions du logement et des relations avec le CCAS pour les personnes en difficulté. Tous nos adjoints et délégués sont soutenus, voire accompagnés par les conseillers municipaux sans délégation, les tâches étant importantes. Le soutien de chacun est primordial dans une optique d'échange et de transversalité. L'opposition à Biganos est quant à elle représentée par 7 membres. Je tenais ainsi à vous présenter officiellement et pour la première fois l'équipe municipale dont l'engagement à toutes et tous est fort et complète. Ma détermination est intacte et affirmée comme depuis le début. Nous l'avons entendu dans le discours de Lola, la maire junior, les jeunes générations attendent de nous que nous les représentions en prenant en compte des sujets tels que le développement durable et l'environnement. Nous serons à la hauteur et nous investissons pour l'avenir. Le neuropsychiatre Cyrulnik, qui était l'invité du journal Sud-Ouest il y a quelques jours, disait « Une société qui n'évolue pas se pétrifie ». Il en est de même pour notre commune. Mais pour évoluer, il faut investir, car nous devons être au rendez-vous des défis qui nous attendent et qui nous font face. Pour cela, nous continuons à apprendre à faire évoluer sur tous ces sujets des mesures adéquates et réaliser les investissements nécessaires. À la suite des dernières élections, le constat est clair. Les gens ne viennent plus voter. Par contre, la société demande d'être pleinement intégrée dans la vie démocratique et citoyenne locale en utilisant de nouveaux outils. La démocratie participative et citoyenne est à Biganos une réalité et non un simple affichage de communication. Les comités de quartier font partie de ces nouveaux outils. Nous avons voulu qu'ils soient indépendants des instances de la ville, avec des conseillers et conseillères de quartier élus à part entière par leurs membres. Seul Éric Merle assure la liaison entre la collectivité et les comités de quartier. Nous faisons appel à eux pour avoir leur avis, comme par exemple la mobilité ou la ZAC. Ils sont aussi bien sûr force de proposition et d'animation. C'est une nouvelle démarche qui a perturbé certains, mais à présent tout est en place. Le direct du maire, ça vous a été dit, est un exercice pas facile, qu'il n'y paraît. Au-delà des rencontres numériques, je continue, vous le savez, à être accessible sur rendez-vous. Et puis, nous continuerons à organiser des réunions publiques sur tous les sujets, sur tous les grands sujets que nous verrons. Je tiens à le dire ici, dans tous les domaines, sur tous les sujets, nous poursuivrons notre travail en mettant tout en œuvre des actions concrètes, notamment dans le domaine de la solidarité, en créant le réseau des aidants, en tissant un réseau des partenaires avec l'économie sociale et solidaire pour développer leur présence locale et accompagner les porteurs de projets. Nous créerons une épicerie sociale et solidaire complémentaire à la distribution de l'aide alimentaire qui existe depuis plus de 10 ans. Après l'accueil de Solidarité Femmes Bassin et leur noble et juste cause, nous poursuivrons notre investissement et notre solidarité auprès d'associations ou d'organismes à l'écoute des plus fragiles, et vous avez vu par le rapport de Georges que nous en accueillons bon nombre. Sur le volet sobriété énergétique, sujet d'actualité pour tous, nous allons investir 1 million d'euros. D'abord parce que nous allons réduire la consommation par le changement d'ampoules classiques par des LED. Nous avons déjà plus de 46% du parc qui est équipé sur les milliers de points lumineux. Et puis nous allons réduire la pollution lumineuse en étant dans le réseau international du ciel étoilé et en profiter pour réduire l'éclairage public. La nuit, nous nous calerons sur la commune voisine de Mios qui va éteindre de 23h à 6h du matin. Et c'est ce que nous ferons, nous, dès que nous serons en phase de le faire au printemps. Tout en conservant le secteur de la gare, parce que nous voulons attendre le dernier train et nous préparer pour le premier, et aussi autour de l'espace culturel, les soirs de spectacle. Et puis, s'il y a d'autres lieux qu'il faut sécuriser et laisser allumer, nous le ferons. Je rappelle que c'est en 2007, alors que j'étais adjoint à l'urbanisme, que j'avais convaincu notre regretté Jean, qui a disparu il y a quelques jours, Jean Courdet, que j'avais réussi à convaincre de créer la première chaudière biomasse sur notre commune qui chauffe l'école du Lac-Vert et la maison de retraite Les Pilets. J'aurais voulu continuer avec un réseau de chaleur. Malheureusement, 2 études menées par l'ADEME et Dalkia, le groupe EDF, se sont avérées non rentables. Mais aujourd'hui, la crise énergétique change la donne. Nous voulons donc, en accord avec l'industriel Smurfit Kappa, récupérer une partie de la chaleur passive et une partie de ce qu'on appelait énergie perdue, mais qui n'est pas perdue pour tout le monde et surtout pas par eux, pour chauffer nos propres installations. L'étude de faisabilité est lancée pour le tracé et les lieux d'alimentation. C'est un projet ambitieux, lourd financièrement à court terme, mais aujourd'hui visionnaire mais réaliste.
La première opération consiste à passer sous la voie ferrée, obstacle permanent dans les villes qui nous traversent. Les autorisations avec Réseau ferré de France sont demandées, nous les attendons, mais avec eux, c'est un peu long. Nous croyons beaucoup à ce projet, ce sera pour notre ville et donc pour vous une économie significative et propre sur le volet environnemental. Mais c'est sur la mobilité aussi que nos efforts seront portés. Après l'étude réalisée dès le début de notre mandature, un plan de mobilité a été élaboré et présenté en réunion publique fin 2021. Nous poursuivrons l'aménagement des pistes cyclables dans la commune. Je rappelle que sous ma mandature, depuis que je suis élu maire, il y a eu 15 kilomètres de pistes cyclables qui ont été réalisées, petit tronçon par petit tronçon, et il faut arriver à présent de les relier les uns aux autres dans certains cas, ou changer les habitudes sur d'autres secteurs. La liaison qui a été évoquée tout à l'heure entre la marche prime Biard, les Argentières, puis des Argentières au rond-point de Camélière, devrait être réalisée en partenariat avec notre communauté d'agglomération. Cette opération est inscrite dans le projet de territoire et devrait démarrer prochainement. L'acquisition, en ce qui nous concerne, est en train d'être faite des parties foncières sur lesquelles il faut faire passer cette piste. En termes de travaux de voirie, les travaux tant attendus de la rue Georges Clemenceau vont être réalisés. Après une étude complète qui vient de nous être rendue par un cabinet spécialisé, nous aurons l'occasion de vous la présenter en réunion publique pour passer très vite à la phase opérationnelle sur un des 3 secteurs, puisque nous divisons l'ouvrage en 3 tranches. Il doit être vous montré actuellement sur 3 couleurs. Ce sont les 3 parties pour assurer et étaler le financement. Nous devons également aménager, comme promis, la rue Victor Hugo dans son intégralité, comme à l'image du chemin Marineille. Elle en a bien besoin. L'engagement que j'avais pris dès mon arrivée en 2008 de sortir les camions de la ville avance. Cependant, le projet de loi d'évitement a été étudié, mais a été abandonné pour des raisons environnementales et de coût. L'avenir, je vous le dis, mesdames et messieurs, n'est plus pour les pouvoirs publics au soutien des projets routiers. En témoigne l'abandon de la voie de contournement du Nord-Bassin, que personnellement je regrette, mais comme elle n'a pas été faite dans les temps où c'était possible, aujourd'hui, c'est plus possible. Le rail est quant à lui, par contre, dans une dynamique de reconquête, et notamment les marchés de fret. Nous étudions une nouvelle possibilité avec l'industriel Smurfit Kappa, et nous avons eu des discussions avancées ces derniers mois. Nous vous en reparlerons en temps voulu, mais notre projet avance. Le pont entre les Trougnes et Quartier-Bas, situé entre Mios et Biganos, va être enfin réparé. Nous avons toutes les autorisations, notamment la loi sur l'eau, et notamment les financements que nous avons obtenus par l'Europe et la France, notamment par la DFCI. Et puisque nous parlons de l'eau, parlons à présent des ports. Vous avez vu déjà ce que nous avons fait. Là, nous avons une étude sur les quais et les berges en prévision du dragage. Et puis, nous allons aménager une cale spécifique pour les canoës avec un ponton d'accueil. Et puis, nous aurons une mise en œuvre de passerelles d'accès d'amarrage sécurisées et la mise en œuvre d'un ponton flottant au port des Tuiles le long de l'Ayre qui remplacera tous ces pontons qui ne sont pas, je dirais, sécurisés. Enfin, nous améliorons les voiries et le début du dragage du port de Biganos. Jamais, je peux dire presque depuis que le port existe, autant de travaux n'auront été entrepris dans nos ports, tout ceci en excellent partenariat avec le syndicat mixte des ports du bassin d'Arcachon. Quant aux gros travaux de bâtiments à venir, pour ne citer que les plus significatifs, l'agrandissement de la Maison des Jeunes, l'agrandissement et la restructuration des locaux de la police municipale en lieu et place de l'Office du tourisme actuel, la poursuite de la réfection totale de la cuisine centrale, la deuxième partie, la deuxième phase, il y en aura eu en tout pour 1 million d'euros. La première étude pour la réfection en profondeur de l'école primaire Jules Ferry, en fin de compte, c'est une reconstruction totale et ça entraînera un redimensionnement du périscolaire au Lac Vert. Tout ceci se fera aux alentours des années 2025, mais les études sont en cours. Et puis, nous allons réceptionner les locaux en rez-de-chaussée, en face de la mairie, puisque nous sommes restés propriétaires des 200 mètres carrés en rez-de-chaussée, et probablement, en principe, c'est la mission locale qui devrait venir nous rejoindre. Un projet important, attendu et promis depuis le début de mandat, c'est la nouvelle médiathèque. La médiathèque actuelle n'est clairement plus adaptée pour une ville de 11 000 habitants. En plus de la nouvelle médiathèque, nous allions installer à l'intérieur la maison des associations et de la citoyenneté, puisque cette dernière doit être déplacée pour laisser place à une opération immobilière privée. La commune a saisi l'opportunité de la vente de la propriété située juste à côté.
Tout est issu d'ailleurs justement la maison des associations actuelle pour prévoir dans le futur proche une réorganisation derrière la place des écoles qui viendra jusqu'au parvis de la mairie et la halle du marché. C'est un grand chantier. Nous avons trouvé indispensable, dès l'instant où nous donnions un caractère de carrefour des cultures aux habitants, à déplacer le centre social et à l'intégrer dans ce nouveau bâtiment. Nous l'avons conçu en prolongement de l'espace culturel Lucien Mounex et dans la continuité du nouveau quartier de la ZAC, dont je vais vous parler par la suite, faisant ainsi la liaison avec le Biganos plus authentique, reliant le centre administratif à la mairie. Nous avons donc conçu ce lieu innovant comme un lieu d'échange, de rencontre, de partage, de formation. Certains l'appelleraient tiers-lieu. J'avoue que pour ma part, je n'aime pas ce terme, mais le temps de lui trouver un nom arrivera. Entre-temps, je pourrais l'appeler un lieu de vie. Alors oui, ce bâtiment réunira 3 lieux complémentaires qui participeront à faire battre encore plus fort le cœur de notre ville. Ils partageront d'ailleurs des espaces communs d'accueil, de travail, d'animation, d'ateliers, mais plus encore des espaces de coworking, un incubateur pour les projets tournés vers l'économie sociale et solidaire et un restaurant associatif. Vous l'aurez compris, l'innovation est au cœur de ce projet qui répond, je le sais, aux attentes des habitants, toutes générations confondues. À travers une conception architecturale respectueuse des contraintes du lieu, mais aussi de la volonté d'avoir un bâtiment avec des matériaux biosourcés. L'agence d'architecture Construire a été retenue dans le cadre d'un jury de concours de portée nationale. J'ai le plaisir ce soir de vous dévoiler en primeur, lors de ces vœux, l'esquisse architecturale de ce nouveau bâtiment. Sachez que les partenaires sont enthousiastes et que nous sommes regardés de près par de très nombreuses communes et des acteurs du département et de la région, car les nombreuses réunions, ateliers, séminaires que nous avons organisés depuis près de 2 ans, durant lesquels les élus, les agents, les présidents d'associations, entre autres, ont donné leur avis, livré leurs analyses. Ce lieu est l'aboutissement concret et matériel des besoins et des attentes des habitants que nous avons recueillis dans le cadre d'actions et de démarches participatives. Nous ne voulons pas décréter construire un bâtiment pour construire un bâtiment et ensuite se préoccuper du comment on l'occupe. C'est tout l'inverse que nous avons fait. Et cela depuis notre réflexion sur l'agrandissement de la médiathèque, c'est-à-dire au précédent mandat. C'est un projet abouti, réfléchi, tant sur le fond que sur la forme. À l'image de la ZAC et d'autres projets, nous allons continuer à être visionnaires et novateurs pour construire ensemble le Biganos de demain, pour notre commune, pour ses habitants, mais aussi pour notre territoire, car je sais que ce nouveau lieu rayonnera bien au-delà des frontières de Biganos. Ce lieu ne ressemblera à aucun autre, et j'en suis fier. Nous vous tiendrons bien sûr informés et vous serez consultés tout au long de la construction, comme nous l'avons fait jusqu'à présent. L'autre dossier qui, sans nul doute, nous occupe le plus, c'est le dossier de la zone d'aménagement concerté, la ZAC. Ce n'est pas rien de redessiner une ville, en créer une vraie centralité autour du quartier de la Gare, objectif numéro 1 depuis bientôt 10 ans. Tout d'abord, un constat, se loger est un problème sur le bassin, je ne vous apprends rien. Nous n'avons pas voulu, malgré notre PLU, laisser faire les promoteurs de ce qu'ils voulaient là où il est et là où ils le voulaient. Nous avons voulu maîtriser notre urbanisation et notre évolution. Je vous l'avoue, nous n'avons pas pris la voie la plus facile et la plus courte en choisissant une ZAC. C'est parce que nous savions que plusieurs terrains importants en surface allaient muter que nous l'avons d'ailleurs créé. Nous voulions, je le répète, maîtriser notre urbanisation. Pour l'instant, le résultat se vérifie dans les chiffres. L'enquête de l'INSEE, publiée il y a quelques jours, des communes qui nous jouxtent sont à 15 et 25% d'augmentation des populations entre 2014 et 2021, alors que nous ne sommes qu'à 5%. Cependant, en termes d'urbanisme, en France, il y a des choses, et je suis désolé, monsieur le sous-préfet, de vous le dire, qui ne tournent pas rond. Nous avons affaire à de la schizophrénie. D'un côté, nous devons arrêter l'étalement urbain, voire dans quelque temps la non-artificialisation des sols, c'est-à-dire qu'on ne pourra plus construire une maison neuve sur une prairie ou une parcelle forestière. Et de l'autre côté, nous devons densifier nos centres urbains, construire des logements sociaux, verticaliser, c'est-à-dire monter en hauteur, tout un paradoxe. Ici, autour de la gare, nous le faisons, et uniquement sur la ZAC, parce que nous le pouvons et que nous le voulons. Je constate tous les jours que nos enfants ne peuvent plus se loger. Ils s'en vont dans les Landes ou ailleurs, vu la rareté des terrains et surtout l'envolée des prix.
Nous passons, nous les maires, notre temps à expliquer dans nos communes des lois imaginées à Paris et qui s'adaptent très mal à nos territoires. Car cependant, et ce temps-là, il faut pouvoir continuer à les loger, à loger nos populations et construire aussi des logements sociaux. Sur 800 logements de la ZAC, Nouvelle Ère, puisque c'est son nom, nous aurons 270 logements à vocation sociale, ce qui représente près de 25%. Je rassure les inquiets, et comme l'a dit Georges tout à l'heure, les mauvaises langues, il n'y a pas 800 logements sociaux, malgré que je les remplirai aisément au nombre de demandes. Rien qu'au Boyenne, elles sont plus de 450, et lorsque je les accumule avec toutes celles des autres communes, je dois passer les milliers, voire les 2000. Mais cette fausse information, accolée à l'image de la délinquance et de l'insécurité qui arriverait de la métropole, je vous le dis, elle est infamante, à la fois pour ceux qui y vivent, comme ceux qui y vivent. Je vous rappelle aujourd'hui, d'après une enquête réalisée en 2021, que près de 80% de la population française pourrait avoir accès à un logement social, qui, je le rappelle, n'est qu'une étape dans un parcours résidentiel avant de pouvoir acheter à une accession aidée ou classique. À ceux qui rapportent de tels propos, je ne leur souhaite jamais que leur famille ou leurs enfants aient un jour besoin d'un logement social. Et pourtant, un accident de la vie peut arriver très vite. Un peu plus de 500 logements seront destinés à l'accession à la propriété. Le premier groupe d'habitation pratiquement fini, que l'on voit depuis la gendarmerie, qui s'agrandit elle-même aussi de 19 logements au bord de la route. Ce sont les logements Terre du Bassin, plus connus sur le nom de Quartus, l'opérateur, qui sont tous vendus et les premiers occupants arriveront en mars, avril de cette année. Construits comme toutes les autres constructions, avec des matériaux biosourcés, briques de terre crue pour les murs intérieurs, lorsqu'ils sont construits avec des briques classiques ou du parpaing, et pensés avec un îlot de fraîcheur au centre des bâtiments. Il s'agit ni plus ni moins de l'habitat de demain imaginé il y a presque 10 ans. Voici sous vos yeux quelques exemples des opérations qui vont s'ouvrir à la commercialisation en 2023, et il y en aura bien d'autres. Vous m'excusez, je bois un coup parce que j'ai la bouche sèche. Pas très loin de là, il y aura également le multiplex du cinéma. Ah, le cinéma. D'après M. Villa, le porteur de projet qui exploite également le Dolce Vita à Andernos, ce dernier vous dirait que c'est le projet de cinéma le plus attaqué de France par ses concurrents, son concurrent. Ouvrir le marché du cinéma pour une nouvelle offre sur le bassin d'Arcachon ne plaît pas à tout le monde. Pourtant, M. Villa lui-même, exploitant d'un cinéma à moins de 15 km, aurait pu être réticent. Bien au contraire, il veut absolument sortir ce projet pour assurer la complémentarité du sien, convaincu comme nous de l'importance de diversifier l'offre culturelle existante sur notre territoire. Là aussi, tout comme la ZAC et bien d'autres projets à venir, ne perdons ni espoir ni courage, nous y arriverons. Construire et concevoir de toutes pièces une centralité d'une ville sur la ville, comme le veut la loi, cela ne se fait pas du jour au lendemain, surtout en France, aujourd'hui. Très honnêtement, nous avons 2 ans et demi de retard sur le programme. Autre symbole fort de ce renouveau urbain, la réfection du château d'eau avec la Cobon pour un très gros budget de près de 700 000 €. Nous allons faire travailler un cabinet spécialisé pour préparer une fresque ou un repère qui sera le marqueur identitaire de notre commune. À ses pieds, le futur office du tourisme dans le bâtiment Bigre. C'est l'occasion pour moi d'ailleurs de remercier et de nous féliciter de faire partie de l'office de tourisme intercommunal Cœur de Bassin. Il aura 2 rôles principaux. Le premier, un rôle essentiel de renseignement, qu'un office de tourisme, et de faire découvrir les produits locaux dans la boutique. Et deuxièmement, assurer la promotion d'un nouveau tourisme, celui de la découverte des produits biosourcés et des constructions responsables utilisées pour la construction des bâtiments de la ZAC. Pour cela, une exposition permanente des techniques, des produits sera mise en place. Enfin, je ne peux terminer mes propos immobiliers sans vous annoncer la construction d'un hôtel B&B de 70 chambres sur la zone commerciale qui, à ce jour, est remplie, la zone au complet. Et début mars, nous réunirons les acteurs économiques, commerçants, comme nous le faisons tous les ans, pour leur donner les informations. À côté, le crématorium va s'agrandir. Second salon de réception, nouvel équipement pour doubler le nombre de cérémonies, l'agrandissement du parking. Vraiment, cet équipement était nécessaire et merci encore à tous ceux qui l'ont soutenu à l'époque.
La sécurité, je voudrais tout d'abord remercier notre police municipale qui est mobilisée en permanence. Et en termes de sécurité, nous aurons la fin du déploiement des dernières caméras, ce qui porte à 32 l'équipement de notre commune, dont 3 au port de Biganos et 2 au port des Tuiles. La participation citoyenne, je l'ai évoqué tout à l'heure, il s'agit d'un dispositif préventif destiné à compléter de manière utile et efficace l'action des forces de gendarmerie. C'est aussi un lien social entre les habitants d'un quartier ou d'un secteur avec les acteurs de la sécurité. C'est une première sur le territoire et c'est gratuit. Comme pour la culture et le projet de la médiathèque, mûri depuis le dernier mandat, nous allons lancer les Assises du sport en concertation avec toutes les responsables d'associations sportives et les utilisateurs de la plaine des sports. L'objectif est que nous réfléchissions ensemble à la manière de développer, d'entretenir, de moderniser les stades, les bâtiments, les clubhouses au sein de ce complexe en plein centre-ville qui en fait beaucoup d'envieux. Nous lancerons ainsi un grand plan sportif sur les années à venir qui touchera tous les âges et toutes les pratiques. Il y a tant de choses à faire sur le sujet. Pour terminer, un mot sur notre communauté d'agglomération. J'en profite pour souhaiter à tous les habitants de notre agglomération tous mes voeux à travers cette cérémonie communale, car je me suis soumis à un certain devoir de réserve que je m'applique et que je respecte. Comme vous le savez sûrement, et vous l'avez constaté, la communication ne se partage pas trop à la Coban. C'est ainsi, pour ma part, ce qui m'importe, c'est l'intérêt général. C'est aussi que les projets intercommunaux voient le jour et que le Coban fixe des objectifs dans l'intérêt du territoire. En effet, nous nous devons, en tant que membres et maires d'une intercommunalité ou d'une agglomération, nous poser la question pour chaque projet, est-ce que le projet que nous voulons mettre en place est-il d'intérêt communautaire ? C'est-à-dire, sert-il l'ensemble des populations du territoire ou simplement l'intérêt de telle ou telle commune ? Jusqu'à présent, tout ce qui a été mis en œuvre répond à cette question, aires de covoiturage, gens du voyage, déchets, transport, zones économiques, etc. Mais attention à ce qu'à l'avenir, nous ne dévions pas de notre route et que l'on ne serve plutôt une commune plutôt que tous les habitants d'un territoire. Nous allons mettre en place un vrai plan de mobilité simplifié avec des bus adaptés sous la responsabilité du vice-président d'Arès pour desservir l'ensemble des communes du territoire et non des quarts comme actuellement et en maillant les communes entre elles. Bien sûr, Biganos est concerné par des arrêts et l'interconnexion avec notre pôle multimodal. Nous espérons qu'il y aura moins de gens qui iront à la gare en voiture solo et qu'il sera remplacé en partie par l'utilisation de ce nouveau transport. Personnellement, je suis d'accord à la condition qu'il ne coûte à l'usager qu'un minimum. La gratuité serait une erreur, mais l'incitation doit être forte et immédiate, surtout s'il y a une interconnexion avec un billet unique interrégional. Par contre, ce qu'il faut dire, cela aura un coût pour les entreprises de notre territoire qui sera mutualisé avec la taxe transport de la région Nouvelle-Aquitaine. Il y a aussi le sujet des bassins aquatiques ou de baignade. Je suis d'accord avec les propos de Jean-Yves Rosazat tenus lors de ses vœux. À présent, il faut en sortir, on fait ou on ne fait pas. Les études, les tergiversations, cela suffit. Nous pouvons admettre, et je pense que chaque concitoyen peut le comprendre, que l'investissement pour ce genre d'équipement, dans la conjoncture actuelle, doit être pesé avec le pour et le contre. La dernière étude technique date de 2012 et est très claire sur le fait qu'il ne peut y avoir sur notre territoire pas un seul équipement. C'est pour cela qu'il avait été conclu et entériné par les élus de l'époque qu'il y aurait 2 équipements, 2 piscines sur 2 lieux, une au nord, à Andernos, et l'une au sud du nord, à Biganos, sur les terrains étant mis à disposition par les collectivités. Or, j'en profite pour rappeler à mon collègue de Marcheprime, qu'il a rappelé dans ses vœux, que nous n'avons jamais fait acte de candidature. C'est l'étude, et uniquement l'étude, qui a déterminé les lieux détenus par le Nord-Bassin sur la base de critères objectifs comme la durée du trajet des enfants des écoles aux piscines ou encore la démographie par secteur concerné. Une personne avait d'ailleurs été recrutée pour compléter et faire avancer le sujet jusqu'à la nouvelle gouvernance que la Coban affecte à d'autres missions avant un départ prématuré de la collectivité de cette dernière. Il peut être, je le répète, envisagé d'autres formes de réalisation moins onéreuses, des formes de participation différentes par les communes qui accueillent l'ouvrage, mais quoi qu'il en soit, nos habitants attendent.
Je ne peux admettre que les enfants de notre territoire ne puissent avoir des conditions optimales pour apprendre à nager sur le temps scolaire, constat d'autant plus affligeant pour des communes situées en bord de bassin. Nous devrions être fixés dans ce premier trimestre ou semestre. L'engagement entre nous, des décisions sont imminentes, nous l'avons dit, il le faut. Mais je le dis, ce n'est pas parce qu'il est promis un projet dans une campagne électorale que la COBAN doit exécuter la promesse. En ce qui me concerne, je ne l'ai jamais fait sur aucun sujet. N'oublions jamais, être maire ou président d'agglomération, c'est être proche des citoyens, avec toujours à l'esprit l'intérêt général, sans esprit partisan. Pour conclure, je voudrais m'adresser à tous nos agents, nos cadres, qui aussi se mobilisent sans réserve pour la ville. Sous la responsabilité de Patricia Amiens, notre directrice générale des services, j'en profite d'ailleurs pour la remercier pour son implication de tous les jours et pour respecter les lignes politiques que les élus et moi-même lui avons fixées. Les habitants, les élus, je vous souhaite à vous et à ceux qui vous sont chers, aux jeunes, aux moins jeunes, à nos aînés, à tous les Boyens et les Boyennes, mes vœux les plus sincères et tous ceux que vous pouvez espérer de mieux et d'encore plus grand pour cette nouvelle année. Que 2023 soit porteuse pour vous tous d'espérance, de partage et de joie, tout cela dans la paix. Je vous invite désormais à partager un moment de convivialité autour de la traditionnelle galette, préparée par la cuisine centrale et nos propres agents que je remercie. Je remercie également les professeurs de notre école de musique qui ne manqueront pas de jouer quelques morceaux de Linda de Souza ou de Zanini, disparus récemment. Vive notre bassin d'Arcachon, vive Biganos! Allez, on va déplacer quelques chaises pour qu'on puisse se rapprocher du buffet.